Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Bastien, je travaille, chez Loft Orbital en tant que SRI. Donc aujourd'hui le but de la, présentation, ou plutôt ça va être assez technique mais, sans trop non plus rentrer dans des détails, deep. Le but c'est un peu de vous présenter, heu, un des aspects du déploiement, chez Loft Orbital qu'on a changé récemment. Et notamment autour de technologies clés, qui étaient Helm et qui sont maintenant Q. Q qui est un nouveau langage dont je parlerai, heu, et que j'introduirai un peu plus tard. Hésitez pas à me poser des questions et à interrompre la presse. J'aime pas trop les cours magistraux, donc j'ai fait en sorte que ça soit possible et facile d'interrompre et de reprendre. Donc vraiment n'hésitez pas, j'ai le chat, juste, sous les yeux à côté, donc Du coup, c'est sur Bastien Watcher hein, qui peuvent te poser en direct s'ils veulent ouais, pas le faire en c'est ça, public. exactement. Si vous le posez en direct. Euh, donc voilà, n'hésitez pas aussi à demander si c'est des mots que vous n'avez pas compris ou que j'utilise des termes techniques qui vous sont pas familiers. Il n'y a pas de souci à me reprendre et à me demander ce que ça signifie. Les seules questions bêtes, ce sont celles qui sont pas posées, comme on dit. Exactement. Alors rapidement, une petite présentation de la société et on va comme ça glisser vers le cœur du sujet et qu'est-ce qui nous amène ici. Donc Loft Orbital, c'est une société qui est internationale. Donc on a des bureaux à San Francisco, à Golden et à Toulouse. Et notre but, en fait, c'est on travaille sur tout ce qui est lié autour de l'espace. Je vais en parler dans le slide un peu plus tard. Donc à Toulouse, ce qui est fait principalement, c'est tout ce qui est mission operation. Donc on a un setup center qu'on peut voir sur la première photo là, avec la grosse boule disco. On fait du ground flight software engineering, donc tout ce qui est développement du software, et du system engineering, donc tout ce qui va être plus embarqué et plus au niveau du satellite. Et au niveau San Francisco, il y a aussi l'autre partie de l'équipe software engineering, et les headquarters. Et sur Golden, ça va être plutôt de l'AIT, donc des tests d'intégration des satellites. Donc qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc on fournit une infrastructure as a service. Je vous mets la vidéo de notre premier lancement, c'était avec SpaceX en juin dernier. Donc en gros, vous pouvez voir ça comme la façon dont c'est fait par les cloud providers pour l'IT, c'est-à-dire fournir à des clients un accès facile et sécurisé à des technologies qui peuvent être un peu complexes. Donc là, on parle, nous, pour des technologies spatiales, donc tout ce qui va être à bord de satellites. On a pour but aussi d'essayer de moderniser un peu cette partie de l'industrie, parce qu'on est quand même sur des trucs qui sont assez old school encore dans l'espace. Et comme je disais, de le garder le plus simple possible. Donc on va être sur des lancements de satellites qui sont des micro-satellites, donc pas des énormes brutes comme on peut voir avec le CNES ou la NASA ou d'autres. On est plutôt sur des orbites assez basses pour pouvoir avoir des lancements rapides. Donc là, le premier nous a pris 2 ans. Le second lancement va se faire normalement cette année, donc aura pris 1 an entre le premier et le second. Et après, ça sera à peu près tous les 6 mois. Donc ce qui est quand même beaucoup plus rapide que ce qui se fait pour l'instant dans le spatial. Le but, ça va être aussi de partager de faire de ce qu'on appelle du ride share, ou en gros de partager les payloads, tout ce qui est embarqué sur le satellite, et d'abstraire vraiment la partie
je dois lancer un satellite qui est dédié. Pour l'instant, les satellites qui sont lancés, c'est des projets qui sont longs, qui sont dédiés à un cas d'usage, avec une solution au sol qui est dédiée à faire fonctionner ce satellite-là, ou ces satellites-là quand ils sont en batch. Mais ça reste très custom, très cher, et donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière anodine. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je dirais pour présenter la compagnie. N'hésitez pas à me poser des questions en privé si jamais vous voulez avoir plus de détails. Donc avant de parler vraiment de Helm et de Q, je vais vous faire une introduction de Cockpit, qui est la principale solution software qui est développée chez Loft Orbital. Ça va être assez rapide et assez une overview du logiciel, puisqu'on n'a pas vraiment besoin de savoir comment ça fonctionne. En plus, il y a des choses que je peux juste pas dire parce qu'elles sont pas publiques. Mais juste comprendre vite fait l'architecture pour voir qu'est-ce qui nous a amené à ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, au niveau global, donc Cockpit, c'est une solution de contrôle au sol de satellite qui se veut être simple et moderne pour les clients. Donc, c'est-à-dire qu'on va être sur tout ce que vous pouvez voir un peu partout maintenant. Donc, on a une API, on a une web app réactive, honnêtement, on révolutionne pas l'industrie là-dessus. C'est du classique, mais ça fonctionne bien et ça reste moderne, ce qui n'est pas le cas des autres solutions qui peuvent exister pour l'instant. C'est aussi cloud native, donc tout est déployé sur des solutions cloud et en utilisant les dernières façons de faire, notamment ce qui est sécurité et automatisation. Et ensuite, ce que ça apporte ce que ça apporte beaucoup aussi, c'est au niveau des abstractions. Donc, ça soit de l'abstraction des ground station providers. Donc, ça, c'est en gros les antennes, si on simplifie, sur lesquelles on se connecte. Donc, elles peuvent avoir des protocoles différents de communication, des façons différentes de communication. Il y en a qui peuvent être hyper old school avec des bons vieux VPN pour se connecter dessus, où il y a des IP fixes et c'est un enfer à configurer avec les providers. D'autres qui sont plus modernes, qui peuvent être proposés par exemple Amazon est en train de faire son service AWS du coup, est en train de faire son service de ground station. Donc comme on l'attend de chez AWS, c'est quand même beaucoup plus moderne. Donc Cockpit, on a une façon d'abstraire ces providers-là pour pouvoir se connecter avec le plus possible. Parce qu'évidemment, le plus vous avez de ground station, le plus vous avez de coverage, jusqu'à qu'à un moment donné, vous ayez carrément 100% de communication, donc quasiment du temps réel et continu avec le satellite. Et ensuite, on abstrait aussi la partie bus. Donc ce qu'on appelle bus, c'est globalement le satellite en lui-même, minus tout ce qui va être dedans, c'est-à-dire payload et compagnie. Donc ça comprend tout ce qui est motorisation Siana, communication, le contrôle. Et là-dessus, on va être aussi abstrait. Donc on a déjà 2 providers différents pour le premier lancement. Là, ça continue. On a annoncé récemment un partenariat avec Airbus sur et OneWeb notamment sur leur satellite. Les premiers qui volent sont avec Leo Stella et BCT. Donc on reste très abstrait par rapport à tous ceux avec quoi on se connecte. Donc pour laisser pour laisser souple en fait aux clients le choix de leur solution. Donc comme je disais tout à l'heure, vous pouvez penser exactement à comment c'est fait pour la partie cloud, donc AWS et GCP. On essaie d'apporter la même dynamicité, mais au niveau d'infrastructures spatiales et non pas terrestres. Une architecture super simplifiée pour 2 raisons. La première, il y a des parties qui évidemment ne sont pas publiques. La deuxième, c'est parce que le but de la presse, c'est pas de passer 50 minutes là-dessus, mais juste de comprendre. Donc on va avoir une API Gateway classique
sur laquelle vont venir se connecter les clients ou la web app. Et derrière, donc c'est une architecture en microservices avec des plus ou moins gros pôles que j'ai identifiés, notamment le configuration management, celui-là est assez classique. Ce qu'on y met dedans, c'est ce que vous pouvez retrouver dans un paquet de stack microservices, donc tout ce qui va être les services d'identity, de permission management, de communication inter-service, bref, tout ce qui est vraiment pas lié à du spatial dur, mais vraiment lié à une architecture microservice. Ensuite, en vert, on a les flight dynamics. Là, c'est tout ce qui est les calculs mathématiques un peu magiques pour moi, de tout ce qui est calcul d'orbite, prévision, météo, etc., qui sont nécessaires au vol d'un satellite. En bleu, on a le mission management. Donc tout ça, ça va être pour gérer les requêtes que vont faire les clients, les caler sur les satellites qui vont pouvoir répondre à leurs requêtes le mieux possible, déconflicter la requête avec les autres, en fait. Donc tout ce qui est scheduling. Donc ça fait partie du mission management. Et l'operation management, ça, c'est tout ce qui est low level avec les satellites et les ground stations. Donc les encapsulations de protocoles de communication, la communication directe avec les ground stations, le retour, la télémétrie, etc., etc. Et en dessous, on a des solutions qui sont pas développées in-house, du coup, donc tout ce qui est database, storage, metrics, logs. Donc là, on connecte des solutions qui ont été prouvées comme efficaces, sécures, et qui sont... On s'amuse pas trop à réinventer la roue sur ces parties critiques, notamment pour de gros problèmes de sécurité. Donc c'est une architecture avec un paquet de microservices. On n'est pas au niveau de Netflix, mais on commence à en avoir un nombre assez conséquent. Et ça continue d'augmenter, évidemment. Donc tout est containerisé. Et on a aussi un paquet d'environnements dans lequel on va déployer. On a notre production qui est notre production, pardon pour les anglicismes, qui est notre environnement principal, évidemment, mais derrière on en a plein d'autres. On a des environnements de démo, des environnements qui sont complètement privés de dev, qui sont même pas ouverts sur internet. Bref, on a un paquet d'environnements à déployer, un paquet de microservices à déployer, et pas mal d'infrastructures sol aussi, évidemment, puisque la stack cockpit, elle tourne pas par magie, il y a des serveurs derrière, c'est du cloud, donc ça nous aide pas mal puisque c'est managé, mais comme si vous êtes habitué à du cloud, ce que je pense être le cas vu le nom de la conférence, vous savez qu'il y a quand même... ça se fait pas tout seul. La principale solution d'orchestration qu'on a choisie, c'est Kubernetes, parce que c'est stable, bien porté par la communauté, qu'on a du support dessus, qu'il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent, et que ça fait très bien le taf d'orchestration. Et ça fait même tellement bien le taf d'orchestration que petit à petit, on a bougé la plupart de notre infrastructure aussi vers du Kubernetes. Donc avec je sais pas si vous avez déjà entendu parler des opérateurs du style Crossplane, Config Connector, je crois que chez AWS c'est ACK, bref, tout un tas d'opérateurs Kubernetes qui visent à déployer des infrastructures cloud depuis un cluster Kubernetes. Donc par exemple déployer je sais pas, une DB Cloud SQL, un bucket sur S3, une rule de DNS, tout ça directement sur Kubernetes. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup de déploiements à faire sur du Kubernetes, et on avait choisi au début de créer nos déploiements avec Helm. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Helm, c'est
Pour le résumer rapidement et de façon simpliste un peu, c'est un package manager pour du Kubernetes. Donc pour faire en gros un peu l'App Store de Kubernetes si on veut. C'est dit salement, mais ça donne la vision de la chose. Donc vous avez un package que vous pouvez déployer sur Kubernetes et ça déploie donc toutes vos ressources pour le package en question. Donc c'est basé sur un langage de template qui est lui-même basé sur du YAML. Donc c'est le templating langage de Go, plus ou moins. Donc ce qui fait que, en gros, ça c'est pour amener de la dynamicité avec parce qu'évidemment déployer du Kubernetes en RAW, donc directement avec le JSON ou le YAML, c'est vite un enfer à maintenir quand il y en a beaucoup. C'est pas du tout souple puisque si vous voulez commencer à injecter des values, soit vous avez des scripts absolument dégueulasses avec du set dedans, soit vous commencez à faire du templating jusqu'à qu'à un moment donné, vous tombez sur quelque chose qui est qui marche comme Helm, donc c'est-à-dire avec un langage de template pour faciliter et ajouter un peu de dynamique à vos déploiements. Donc Helm, c'est super facile à utiliser. Super facile à déployer. En 2 commandes, vous pouvez déployer pour les pros. La plupart des grosses solutions qui sont déployables sur Kubernetes fournissent un package Helm. Je sais pas si vous avez besoin de déployer un Redis. Bon, c'est pas le plus compliqué du monde à déployer, mais il y a un package Helm pour le faire et ça se fait en une ligne de commande. Si vous connaissez la configuration, en 2-3 lignes de configuration, vous avez quelque chose qui est plutôt safe au niveau à déployer. Donc c'est assez pratique et utilisé assez répandu. Donc ça nous a bien aidé au début. C'est facile à configurer, on parle de plus ou moins un fichier YAML à remplir avec les configurations nécessaires, et puis c'est parti, on déploie. Gros problème, un des gros problèmes, c'est super dur à maintenir. Je sais pas, je vois pas beaucoup de messages dans le chat, mais je sais pas s'il y a déjà des gens qui ont déployé et qui derrière ont maintenu du Helm. C'est 2 mondes différents. Déployer, on part d'une ligne de commande. Maintenir le template, donc c'est-à-dire le changer, l'updater, ça peut devenir, et ça devient vite, un enfer. C'est très dur à débugger. Si vous commencez à inclure des values qui viennent directement du cluster cube, donc dynamique, le debug, ça devient un enfer. Et c'est pas du tout adapté à ce que nous, l'état actuel des choses, c'est-à-dire que la stack est quand même assez moderne. On part de quelque chose qui a 3 ans, 2-3 ans. Donc évidemment, les déploiements de nos microservices, ils ont tendance à un peu changer quand même. Parce que on améliore leur performance tout le temps. On se rend compte que finalement, cette façon de déployer, elle est pas hyper sécure, donc on va la changer. Donc les templates, on les updatait quand même assez souvent, et on continue de les updater régulièrement. Et du coup, ça devenait vraiment très compliqué de gérer ça. Et c'est aussi hyper dur à scaler. Donc ça va quand vous avez besoin de déployer un Postgres sur un cluster Kubernetes. Très bien, vous pouvez utiliser Helm, ça se fait en une ligne de commande, 2-3 configurations, et c'est parti. Maintenant, là, on parle de déployer une stack microservices en production avec, on va dire, 30-40 microservices, voire plus tous les trucs autour. Vous allez avoir votre ingress provider, vous allez avoir votre configuration management, les secrets, bref, il y a un paquet de choses à déployer autour. Donc ça commence à faire beaucoup de packages Helm à déployer. Si vous devez les faire tous un par un en une ligne de commande, c'est pas hyper cool. Niveau CI/CD, on est un peu dans les abysses. Donc c'était vraiment assez compliqué à scaler. Donc pour être tout à fait
faire. Il existe des solutions, certaines, une qui s'appelle Mfile, l'autre qui s'appelle Helmsman, qui sont des solutions qui vous permettent de déployer plusieurs packages Helm à la fois et aussi de les configurer tous, donc de faire un espèce de superset de package Helm. Mais on a un peu essayé, ça fonctionne, hein, ça peut être une solution qui est utilisée, mais c'était pas... Déjà d'une, c'est pas hyper... Enfin, c'est du open source, mais la communauté est pas non plus énorme là-dessus. Donc ce qui fait que si vous avez des soucis, ça va être à vous de les gérer globalement et de faire les pull requests. C'est pas non plus la mort parce que c'est pas ce que vous utilisez directement en production, c'est plutôt pour déployer la prod. Donc si votre déploiement il foire, ça peut toujours se faire manuellement. Donc il n'y a pas trop non plus de gros risques de sécurité, mais ça peut être vite painful. Donc on a commencé à changer de vision à propos de Helm. Là, je vous ai mis un template qui est en train de défiler, qui est le template par exemple de RabbitMQ, juste du deployment de HTML. Et c'est long, c'est très long. On avait à peu près les mêmes pour quasiment tous nos services cockpit. Donc quand il y a un truc qui a foiré au milieu, ça peut être très long à débugger. À peu près au même moment, on a commencé à avoir des gens qui nous parlaient autour de nous d'un langage qui s'appelle Q, et qui avait l'air quand même assez prometteur. On avait commencé à faire quelques POC par-ci par-là sur donc pas sur la stack cockpit, mais sur d'autres projets qu'on a chez Loft. Et on a commencé à s'intéresser de près à Q en se demandant si c'était pas possible de l'utiliser pour remplacer Helm et pour nos déploiements. Donc Q, c'est un langage de ce qu'ils appellent Data Validation et Configuration Language. Donc ça va être dédié vraiment à créer un package, si vous voulez, pour soit faire de la validation de data, donc ce qu'on peut voir comme par exemple, vérifier que ça répond bien à un schéma, ou soit de la configuration, donc soit pour configurer directement une application, soit pour configurer par exemple un déploiement Kubernetes. La base de Q, Q prend ses sources sur un langage qui s'appelle GCL. Je crois que c'est Google Configuration Language, l'acronyme. Donc qui était et qui doit être encore, je sais pas, je suis pas chez eux, mais qui était le principal langage de configuration chez Google. Donc comme d'hab, Google, champion du monde de développer des solutions in-house, mais qui fonctionnait quand même plutôt bien. Il était utilisé notamment pour Borg. Je sais pas si les gens connaissent Borg. Si vous connaissez pas, c'est globalement, vous connaissez probablement le fork plus ou moins open source de Borg qui s'appelle Kubernetes. Donc Borg, c'est l'orchestrateur d'à peu près tout chez Google, mais notamment de containers. Et du coup, GCL était utilisé pour configurer notamment Borg. Et ça vient de la même personne, donc le main maintainer de Q, c'est Marcel, je vais écorcher son nom, donc je vais pas le dire. Marcel quelque chose, Van quelque chose, qui du coup a travaillé sur Borg, si je dis pas de bêtises, a aussi développé le framework de test de Golang, et travaillait pas mal sur GCL aussi. Donc il connaît à peu près son boulot. Donc la base donc la plupart des règles sur Q sont basées sur deux concepts assez simples. Le premier, c'est que type ou value, c'est la même chose. Donc c'est un langage typé. On essaie de jurer plus ou moins, en tout cas j'essaie de jurer plus ou moins que par des langages typés. Je trouve que ça enlève quand même pas mal de problèmes au runtime. En Q, les types, c'est la même chose que les values. On verra, je vais vous montrer quelques exemples, mais on parle vraiment de
n'y a pas de concept différent. Le concept s'appelle une lattice en Q, qui peut être du coup soit un type, soit une value, soit une expression, n'importe quoi. Et ensuite, un des deuxièmes principal concepts, c'est la graph unification. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de concept d'héritage. Donc ça c'est ce qui était sur GCL. Il y avait un héritage de configuration, mais ça le rendait difficile à maintenir. Q se base sur une idée qui est assez vieille, mais qui veut que plutôt que hériter, plutôt que d'avoir une base de configuration sur laquelle vous venez overwriter, ça va être une unification d'un graphe. Donc en fait, vous partez de contraintes qui sont plus ou moins vagues, et plus vous allez proche de votre configuration finale, et plus vous allez avoir des values qui sont concrètes, ce qu'on appelle, donc des strings, des ints, et donc vous faites que juste restreindre les contraintes, si on veut, et tout est unifié à la fin. Donc je vais vous montrer quelques exemples rapidement. Toujours pas de questions. Non. Pardon. C'était pas celui-là. Alors, est-ce que vous avez mon écran? Pas du tout. Alors, je vais essayer de vous partager le bon. Voilà. Donc ça, c'est le Playground Q. Vous pouvez y aller dessus si vous voulez vous amuser. Donc, il permet bref, il y a un runtime Q derrière qui permet d'écrire. Donc, comme je disais, ça se base un peu sur du JSON. Donc, on a, par exemple, si on veut faire une... Voilà. Donc là, j'ai déclaré une clé foo qui est une string. Comme je disais derrière, c'est de la graph unification. Donc ça veut dire que je peux la redéclarer autant de fois que je veux, du moment que ça match que ça match toutes les contraintes. Donc c'est-à-dire que je peux dire que c'est soit foo, soit bar. Jusqu'à là, tout va bien. Lui derrière me réduit ça en foo et bar, puisque les deux sont des strings, donc c'est forcément ça. Et derrière, je peux aller encore réduire mes contraintes. Et par exemple, je peux dire que ça commence par un F. Non, je sais plus comment on écrit du Q. Désolé. C'est peut-être l'inverse. Voilà. Donc ça, j'ai mis là une règle qui lui dit que c'est une regex du coup, et je lui dis ça doit commencer par un F. Donc lui, automatiquement, il va me dire bon, c'est une string, c'est soit foo, soit bar, ça commence par un F, j'ai pas le choix, c'est foo. Et donc du coup, derrière, moi, sur mon résultat, j'ai directement une réduction, donc une unification de tout ce que je viens de taper. Et il me dit bah foo, c'est foo. Et ça, du coup, englobe toutes ces contraintes-là. Maintenant, si je deviens un peu dumb et que j'ai oublié toutes mes contraintes et que je lui dis que c'est 42, donc là, il me dit que c'est donc ça, c'est un bottom, ça s'appelle en Q. Vous pouvez considérer ça comme simplement une erreur. Donc en gros, il me dit qu'il a trouvé une petite disjunction. Alors, c'est pas hyper clair sur le playground. Si je dis pas de bêtises, la command line va être plus explicite que ça. Et elle va me dire que en gros 42 c'est pas une string, ça a rien à voir avec tout le reste, donc ça fonctionne pas. Donc on peut ça c'est l'exemple le plus simple et bateau évidemment de Q. Mais à partir de ça, on peut dériver vers des choses quand même qui sont hyper puissantes.
Donc il y a quelques concepts, notamment ce qui s'appelle des définitions, donc, qui commencent par un sharp, un dièse, et en gros où vous pouvez en gros faire un objet si vous voulez. Je sais pas trop comment l'appeler à part une définition, et vous dites que par exemple c'est foo qui est string et bar qui est un int, et on va dire que par défaut, donc ce que je viens d'écrire, ça va dire que par défaut la value est à 42. Comme vous pouvez voir, j'ai aucune sortie. Par définition, les définitions sont hidden dans le résultat. Mais par exemple, je peux faire un objet def qui est de type def, et je peux lui dire que en plus de ça, foo, ça au foo. Et du coup, il va automatiquement décider que bar c'est que t'es 42, puisque j'ai rien précisé, et que par défaut c'était 42. Maintenant, je peux faire une deuxième instance de ma définition, et comme j'ai beaucoup d'imagination, je vais l'appeler def2. Je vais dire que c'est def. Par contre, je vais dire aussi toujours que foo, c'est foo. Donc là, c'est exactement la même chose. J'ai écrit, d'ailleurs, vous pouvez le voir, le résultat c'est le même. C'est deux façons différentes d'écrire en Q. Donc on peut aligner jusqu'au path qu'on veut changer, si on veut le faire en une fois, ou on peut faire en mode plutôt JSON-like, si on veut. Et derrière, je peux lui dire que def2, ça sera pas 42, mais 45. Et voilà. Donc là, je prendrai plus la valeur par défaut, je prendrai mon 45. Donc c'est assez simple. S'il y a toujours pas de questions, je pense que je vais pas pousser plus que ça à l'exemple. En tout cas pour Q, on va directement passer à nos déploiements pour Q lui-même. Mais en gros, voilà ce que vous pouvez en retenir. C'est que là, j'ai utilisé vraiment que des concepts hyper simples, mais vous pouvez aller très loin dans vos règles et dans vos contraintes, et dans votre unification. Il y a un système de package, il y a un système d'import qu'on va voir juste après sur le déploiement, qui sont hyper puissants. Il y a une API dont on va parler aussi tout à l'heure, qui permet d'utiliser Q directement depuis vos outils et non pas depuis une command line. Et ça s'adapte hyper bien à de la configuration, et ça s'adapte tellement bien à de la configuration que plus ça va, et plus nous on est en train de tomber là où on utilisait avant du YAML et du JSON pour configurer nos applications. Petit à petit, on se rend compte que de plus en plus, soit on a eu un bug parce qu'on s'est chié dans une valeur de configuration. À partir du moment où on a un bug, généralement on dit bon, si on avait écrit ça en Q, ça serait pas arrivé, on n'aurait pas foiré notre déploiement, on n'aurait pas perdu une demi-heure à trouver pourquoi ça n'a pas marché, parce qu'au final, à la place de fou, on avait écrit faux. Et donc rapidement, plus ça va, et plus on est en train de remplacer tout ce qui est écrit manuellement, donc par un humain, en Q. Derrière, c'est généré en JSON ou YAML. Donc Q peut... là, j'ai mis un output en Q, mais je peux mettre un output en JSON ou en YAML. Ce qui nous permet de générer des fichiers qui après sont compréhensibles par à peu près tous les outils, puisque tous les outils sont plus ou moins configurables soit en YAML, soit en JSON. Et donc ça nous permet en gros de rajouter un intermédiaire, on va dire. Et nous, en tant qu'humains, on deal le moins possible avec du YAML ou du JSON, pour des raisons évidentes de robustesse. Voilà pour Oula, désolé pour l'effet miroir. Voilà pour cette partie-là. Je vais repasser sur le... Si je retrouve mes fenêtres, désolé.
Je vais repasser sur les slides pour finir sur les slides et après on fera la démo du déploiement. Celui-là, oui. Donc rapidement autour de le tooling autour de Q en ce moment. Donc vous allez avoir un des principaux outils que j'aime promouvoir, c'est Dagger, dont on ne se sert pas encore à fond chez nous, mais qu'on aimerait bien pousser. Donc c'est pour l'instant en private beta, donc c'est un outil qui a été développé par l'ex-team des gens qui étaient chez Docker, donc notamment Solomon qui était l'ex-CEO de Docker, Sam aussi, qui bossait sur le core dev de Docker. Donc qui ont créé un outil qui s'appelle Dagger, sur lequel ils sont à plein temps actuellement. Et qui est en gros, donc ça se base fortement sur du Q. Toute leur architecture est basée là-dessus. Et en fait, c'est un outil qui va faire un peu la glue au niveau de tout ce qui est CI/CD. Donc partout là où vous avez des problèmes sur connecter deux choses ensemble, je sais pas, un Terraform avec un déploiement Kubernetes, partout là où vous avez déjà écrit des scripts un peu moches, parce que ça s'adaptait pas trop, ou parce qu'il fallait faire un peu de trucs custom pour adapter. Dagger va simplifier de ouf les déploiements. On peut même remplacer le CI en vrai. Nous, on a fait des tests où carrément on dropait le CI et Dagger faisait toute la partie compilation, déploiement, promotion d'images, etc. etc. Donc ça peut vraiment aller loin. C'est hyper puissant. Donc ils ont sorti la V02 la semaine dernière, qui est encore une private beta, mais Solomon m'a dit que c'était la dernière. Et que là, normalement, ils devraient ouvrir en public bêta. Donc évidemment, je vous le conseille pas pour la prod, hein. Même si c'est un outil de déploiement, donc ouais, faites gaffe avec ce que vous envoyez en prod. Par contre, je vous conseille de le tester parce que ça évolue hyper rapidement et qu'on peut parler que dans 3 ou 4 mois, la solution serait ready pour faire des déploiements en prod. Et c'est vraiment puissant. Le deuxième outil, ça c'est un peu de la self-promo quand même, c'est QB, c'est celui qu'on utilise en interne chez Loft et je vais vous le montrer, c'est avec ça qu'on déploie en prod. C'est open source, là c'est de l'alpha pour l'instant, mais je vais release une V01 d'ici la semaine prochaine ou 2 ou 3 semaines. On n'est pas sur le même level, hein, c'est pas du tout la même chose que Dagger, c'est vraiment une solution à part entière qui pourrait remplacer un paquet de choses chez vous. QB peut s'intégrer avec Dagger d'ailleurs, c'est juste une command line pour faciliter le déploiement de configuration Q directement sur des clusters Kubernetes. Vous pouvez le mettre dans du Dagger, c'est juste un outil qu'on a utilisé parce que c'était un peu chiant de toujours exporter en YAML. Toujours pas de questions, non. Donc un peu de démo. Donc encore une fois, je change de sharing. Pour revenir un peu sur du classique. Donc pour vous expliquer vite fait ce que vous avez à l'écran. Alors à gauche, c'est un terminal UI qui s'appelle K9. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais en gros c'est une interface à Kubernetes. C'est assez pratique, c'est pas la folie non plus, il y a quand même pas mal de petits bugs, mais c'est pratique pour pas avoir à balancer 400 000 commandes de kubectl juste pour vous montrer un déploiement de pod. À droite, je ferai le déploiement, et en bas, c'est pour vous montrer le repository. Du coup, dedans, donc on va avoir j'ai codé une appli en 30 secondes. Honnêtement, c'est un serveur TCP qui renvoie soit un secret, soit un random name. Vraiment aucun intérêt là-dessus.
avec un Dockerfile qui n'a pas beaucoup plus d'intérêt. Ce sur quoi on va se concentrer, nous, c'est au niveau de ce qu'il y a dans le deploy. Donc, qui est le déploiement de ce service-là, que vous pouvez voir comme un microservice en queue. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est le secret.enc.yaml, mais j'en parlerai plus tard. Donc, on n'a qu'à déjà passer en plein écran. Je vais vous ouvrir le point d'entrée de ce déploiement. Pardon, pas celui-là. Pas celui-là non plus, on va y arriver. Désolé. Donc ça c'est du queue. Un peu plus compliqué que ce que j'ai montré dans l'exemple, évidemment. Donc ça va être utilisé pour déployer notre instance de notre microservice. Ici, donc ça on en parlera après des imports. Je vais rapidement vous parler des choses simples. Username, hostname, c'est 2 strings, et là il y a une utilisation spéciale de queue qui est le add tag, qui permet d'injecter une injection de value dedans. Et il y a encore un effet spécial sur ces tags quand on lui met le var égale username et var égale hostname. Tout simplement, il va récupérer le username hostname de notre runtime, là où on va lancer la commande. C'est assez pratique pour balancer des labels author, sur Kubernetes, donc pour savoir qui a déployé. Notamment, bon là ça va être mon local, mais c'est assez cool aussi quand c'est fait depuis un CI/CD. Vous avez la trace du job qui a déployé le service. Donc s'il y a un problème en prod, vous pouvez remonter jusqu'au job du CI/CD qui a fait le déploiement. C'est assez pratique. Ensuite, donc là, si vous vous souvenez de ce dont je vous ai parlé dans l'exemple juste avant, là on a une définition qui s'appelle release. Elle vient du package deploy, mais ça on en parlera plus tard. Mais c'est une définition release, donc qui va m'amener beaucoup de configurations. Et derrière, j'ajoute, je configure sur cette release donc l'auteur, juste en faisant donc par défaut username plus hostname. La raison pour laquelle c'est pas un @ c'est que c'est utilisé comme un label Kubernetes et que vous pouvez pas mettre un @ dans les values des labels Kubernetes. Donc il y a un point à la place. Mais ça peut être overwrité par un tag au runtime qui s'appellera author. Si je me souviens bien, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que on a un CI/CD qui tourne aussi sur Kubernetes et le hostname username n'a pas vraiment de sens, et on remplace du coup par le job ID. Version, donc ça va être la version de notre release. Ici par défaut c'est dev. Généralement sur la prod je mets pas de version par défaut, comme ça explose si jamais j'ai pas précisé la version. Ici pour simplifier la démo, j'ai mis une version de dev. Le contexte, ça c'est un truc qu'on utilise avec Kubi, donc l'outil pour déployer, qui permet de fixer le contexte Kubernetes sur lequel on va déployer dans la release elle-même. S'il y a des gens ici qui ont déjà déployé du Kubernetes, je suis quasiment sûr que ça vous est arrivé de faire un oupsie, j'ai déployé sur le mauvais contexte parce que j'avais oublié de changer. Ça permet d'éviter ça. C'est-à-dire que si vous déployez cette instance-là, elle va toujours atterrir sur le contexte Colima. Colima, c'est mon contexte local Kubernetes. Mais par exemple, si j'avais mis, si ça c'était le déploiement de prod, le contexte aurait été celui qui est fixé de prod. Le fichier, évidemment, n'importe qui ne pourrait pas le modifier sans faire une merge request qui est approuvée. Donc, c'est-à-dire que ça bouge pas, et donc le CI ne va pas, parce qu'on s'est foiré dans le CI, on va pas aller déployer du staging sur de la prod. Et ensuite là on a une configuration qui est dédiée à cette instance là, c'est une value pour un secret qui est juste une phrase qu'on va afficher quand on demande le secret sur le serveur TCP. Ça c'était juste pour vous montrer la façon dont nous on gère les secrets, tout en essayant de rester dans ce qui peut s'appeler GitOps si vous voulez, si vous connaissez. Sinon si vous n'êtes pas trop buzzword, c'est en gros avoir toute la configuration d'un service qui est avec le code de ce service. Donc c'est-à-dire le déploiement, les secrets, tout. Évidemment, on n'a pas envie de balancer ça en clair.
Donc là, on utilise plusieurs petits tricks. Le hat inject qui est utilisé par l'outil QB, dont je parlais tout à l'heure, qui va prendre donc là c'est un type file. La source c'est secret.inc.yaml, j'irai vous le montrer tout à l'heure. Et le path c'est root secret. Donc c'est-à-dire qu'on va récupérer la value qui est dans ce secret.inc YAML qui est à secret. Donc tout ça, c'est ce qui va configurer notre instance. Et la partie importante, du coup, c'est évidemment cet import de deploy, puisque là, on n'a pas grand-chose. Hein. Mais on fait un import du package deploy qu'on va aller voir, et on y prend la release. Et comme on va voir, c'est là-dedans qu'on a configuré tout notre service. Et notamment ce système d'import-là, qui est du coup, c'est vachement basé sur Go. Hein. Mais ce système d'import-là est hyper puissant, et c'est une des raisons ça fait partie des raisons qui font que ce langage est... Enfin, on a vraiment l'impression de revenir coder et pas d'être dans notre partie SRI où on est en train de faire du YAML engineering avec des palmes et qu'on a l'impression qu'on va tout exploser à la moindre faute de frappe. Donc là, on est vraiment dans un langage à part entière et notamment avec ce système d'import. Donc ça, c'est un import d'un package local qui est dans deploy. Donc si on ouvre en fait le main dans deploy, donc là on a notre release qui est déclarée, donc c'est la définition que j'utilisais tout à l'heure, deploy.release, elle est définie ici. Donc comme vous pouvez voir, c'est une surcouche à jamais utiliser héritage, parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de la graph unification. Donc lui, il n'y a pas de notion de child, parent ou quoi que ce soit. Pour lui, c'est exactement la même chose, il va tout merger. C'est un flatten, si vous voulez. C'est un reduce flatten. Qui ajoute des contraintes à cette release. Celle-là, je vais probablement pas vous la montrer parce qu'on va pas avoir le temps. C'est un truc, pour l'instant, c'est sur notre GitLab privé, mais il n'y a pas de raison qu'on open source pas ça, parce qu'il n'y a aucun truc core critical. Et il y a déjà bref, on est en train de parler avec des gens sur Q pour monter un package open source pour ça. C'est une surcouche aux définitions Kubernetes pour y rajouter des contraintes en fait pour faire en sorte en gros que vos déploiements soient du Kubernetes opinionated si on veut, par exemple, où si je définis pas de ressources pour mes containers, ça va me cracher à la figure en me disant please balance pas des containers qui n'ont pas de limite ni de requête. Donc voilà, et ça amène aussi un objet que nous on a appelé release en petit clin d'œil à Helm et au release Helm. Donc c'est à peu près la même chose, c'est une concaténation de ressources Kubernetes. Donc avec un name, un namespace, version, author, context, component. Part of, ça va plutôt être utilisé en label. Et le secret dont on parlait tout à l'heure, qu'on va voir utiliser dans du coup on peut ouvrir le secret directement. Donc là par exemple je définis que dans ma release, dans mes manifestes, donc ça c'est notre façon d'écrire des manifestes, on les met dans un path qui est manifest, le namespace, le type, le kind du manifeste et son nom, mais vous pouvez absolument, vous êtes libre d'utiliser tout et n'importe quoi comme path. Ça c'est notre façon de faire, on n'est même pas sûr que c'est la meilleure, enfin clairement on n'est pas sûr que c'est la meilleure, heureusement. Mais on n'est même pas sûr qu'on va la garder pendant une éternité. Il fallait commencer quelque part, donc on a commencé comme ça. Pour l'instant, ça marche bien. Ce qui est important, surtout, c'est de dire que on a ce core V1 secret. Et on va en parler d'une feature qui est hyper bien en Q, qui est que donc avec ce core V1 secret, donc je parle de ça là, pardon, je sais pas si c'était clair. Ce truc là. Ça, c'est une définition qui vient directement du code source Kubernetes. Parce qu'en Q, on peut importer des définitions qui sont pour l'instant. Donc,
y a pas mal de langages qui vont être supportés en prévision, mais pour l'instant, il y a notamment Protobuf et Go. Donc on peut importer des types qui ont été créés en Go directement en Q. Ce qui veut dire que ici, j'ai la définition d'un secret Kubernetes au sens code source de Kubernetes. Donc vraiment comme il a été écrit. Ce qui fait que si j'ai le malheur de me foirer parce qu'à la place de data j'ai mis spec, parce que je suis allé un peu trop vite, ça va pas exploser au déploiement, ça va exploser au moment où je vais compiler le queue pour créer mon manifeste YAML. Il va me dire non désolé, spec dans secret ça n'existe pas, parce qu'il aura la définition du code source de Kubernetes et que spec ça n'existe pas dans les secrets. Donc vous avez déjà une grosse première validation au build qui vous évite un paquet d'erreurs au runtime et au déploiement. Ça nous a sauvé la vie un nombre incalculable de fois depuis qu'on l'utilise. Enfin, la vie peut-être pas, mais du temps, c'est sûr. Et là, du coup, donc, oubliez un peu la syntaxe, c'est juste parce que les secrets, ça doit être du base64. Bref, vous connaissez les bails. Mais bon, globalement, en gros, on récupère la valeur qu'on a cité tout à l'heure, donc R qui est un alias là. Donc il y a un peu de, c'est pas le Q le plus simple du monde, mais si vous rentrez un peu dans le Q, ça sera très clair pour vous. C'est juste un alias sur la release pour avoir évité de réécrire 10 000 fois R.server. Donc là, je reprendre mon alias et ça dit juste en fait que ce serveur.secret, c'est celui que j'ai ici dans ma release. C'est aussi celui que, si vous vous souvenez, dans le main.q tout au début, c'est aussi celui que j'injecte celui que j'injecte ici. Donc in fine, une fois que je vais injecter mon secret, ça sera une valeur concrète, donc c'est celle qui va être prise et celle qui va être déployée sur mon secret. Ensuite, on peut regarder vite fait le service, pas trop grand chose d'intéressant, mais par exemple le déploiement. Où là par exemple c'est un déploiement en Kubernetes standard, donc tout ce qui est API version, tout ça là, tout ce blabla boilerplate, c'est géré par le package, ce qui nous permet d'éviter d'avoir à écrire 10 000 fois les mêmes choses. Et on a du coup la partie vraiment intéressante qui est plutôt la spec de notre déploiement, avec du coup le nombre de réplicas. Bon là, je me suis pas foulé, il n'y a pas d'autoscaler ni rien, c'est hyper simple. Et du coup il y a un mount de volume pour le secret. Là j'ai créé une variable qui est locale, donc on est vraiment dans du langage de programmation, donc je crée ma variable et comme ça je peux l'utiliser à la fois ici sur mon volume name et je peux l'utiliser à la fois aussi ici sur mon volume mount, ce qui me permet d'éviter mes erreurs. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues, moi je les ai fait 1000 fois, où je fais une faute de frappe dans mon volume mount et je mets pas le même name que celui de mon volume. C'est débile, hein, dit comme ça, c'est hyper facile à fixer, c'est un peu chiant quand ça vous arrive et que vous venez de déployer, qu'il faut retaguer parce que vous avez juste fait une faute de frappe. Là, ça vous arrivera pas. Et de temps en temps, ça peut être plus grave. Là, on parle juste de le Kubernetes va nous dire ouais, mec, ton volume il a aucun sens, je le trouve pas. Bon, c'est que ça va pas déployer. Point barre. Maintenant, il y a des fautes de frappe qui peuvent être un peu plus graves en prod, donc c'est assez cool quand ça peut pas vous arriver. Donc voilà, après rien de très nouveau là-dessus, mis à part la syntaxe qui est peut-être un peu bizarre à première vue pour vous. On s'y habitue vite. Mais du coup, c'est un déploiement classique on peut retrouver un peu toutes les propriétés d'un déploiement Kubernetes. Et pour finir, je vais vous déployer ça quand même. Donc avec QB, du coup, qui est notre petit outil in-house. En premier, je peux vous l'exporter. Pardon, ça va pas être très joli comme ça. On va mettre un peu de couleur dans ce monde. Donc voilà le déploiement. Donc qui est là on retrouve du Kubernetes plus que classique, et vous pouvez voir tous les petits trucs qui sont cool, qui m'ont rajouté, donc tous les labels un peu standards que nous on utilise.
qui sont plutôt recommandés par Kubernetes d'ailleurs. Vous pouvez voir que là, il y a l'author qui est le nom de mon... On le voit pas ici, mais c'est le nom de mon user et le nom de mon ordi local. Donc tout ce que j'avais précisé, plus ce qui venait par défaut des librairies que j'ai utilisées, notre petit super secret là, hein, qui est dans notre secret, et le service que je vous ai pas montré tout à l'heure, mais qui est un service classique Kubernetes. Et je peux déployer ça. J'ai fait un make, mais en vrai, j'aurais pu lancer la commande à la mano. Donc je peux déployer ça. Pardon, je vais y arriver. Je peux déployer ça directement avec kubeapply et en lui précisant que mon contexte, il va le chercher directement dans l'instance, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on a vu apparaître le pod. Comme j'étais en plein écran, c'était un peu débile. Je vais vous delete le truc pour bien voir que j'ai pas menti. On refait. Donc j'ai fait un apply de ça. Donc il me dit qu'il a déployé. J'aurais pu faire un dry run d'abord, mais bon, YOLO. Il me dit qu'il a déployé le déploiement, le service et le secret. Donc là, je vois mon pod. Et je peux, si je veux, port forwarder mon service juste pour vous montrer mon super serveur TCP. Et qui a comme commande name pour générer un name aléatoire, secret pour m'afficher le secret. Et là, on va voir d'où il vient. Donc chute it's hyper secret et quit pour quit. Et en parlant du secret, c'est donc on l'encode avec SOPS. C'est un outil de Mozilla qu'on utilise. C'est assez répandu. Ça marche aussi avec Helm si jamais vous voulez continuer à utiliser Helm même après la presse. Ça permet donc vous voyez là c'est chute it's hyper secret. Évidemment c'est pas ce qui est envoyé. Donc là je l'ai ouvert avec SOPS. Mais si je cat ce fichier là, donc ça c'est un truc qu'on peut committer. Ici j'ai chopé la première clé KMS qui traînait dans le coin sur GCP, mais ça marche aussi avec AWS KMS, ça marche aussi avec Vault, avec des clés PGP locales, bref, à peu près tout ce que vous voulez. Et du coup ça permet de chiffrer YAML, JSON, .properties Java je crois, et des .env, tout en restant assez sympathique avec Git, c'est-à-dire que votre diff elle fait sens. Si vous changez que le secret, la diff ça va être, vous allez voir que vous avez changé secret, vous savez pas quoi évidemment, parce que c'est secret et que c'est chiffré, mais vous allez avoir une bonne diff sur Git et du coup ça va vous permettre de garder toute votre configuration secret inclus avec votre application directement.